Alors, rebonjour à tous une autre fois. Cette séance sera sur l'équilibrage des lignes ou ce qu'on appelle le line balancing en utilisant la notion principalement de takt time. Je vous propose le plan suivant. Nous allons commencer par rappeler la différence entre le lead time et le cycle time. Présenter par la suite quelques notions de base sur l'équilibrage, en particulier la relation entre l'équilibrage, le temps de cycle et le takt time, et présenter ce que un équilibrage optimal en relation avec le nombre de postes considérés et le takt time. Je vous présenterai par la suite quelques méthodes les plus utilisées pour équilibrer une ligne de production. On finira par quelques exercices. Si nous aurons le temps, nous allons voir ces exercices aujourd'hui. Sinon, ce sera en séance asynchrone. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que le lead time et le cycle time? Est-ce que vous vous rappelez au moins la définition de l'un de ces deux temps, ces deux indicateurs? On commence par le lead time ou le délai de livraison. On peut définir ce KPI par la durée nécessaire pour compléter un processus ou une série d'opérations. C'est-à-dire, c'est le temps de production de point de vue client. Ça commence à partir du lancement de la commande. Ça peut commencer à partir du lancement de la commande jusqu'à ce que le client reçoit sa commande. Donc, ça mesure le temps écoulé entre la commande de client et la date de livraison. Donc, le lead time, c'est le point de vue du client, quelle que soit la capacité de production. On peut parfois parler de ce qu'on appelle le lead time production, qui est le temps nécessaire pour que un produit traverse toutes les étapes de production, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à ce que ce produit-là soit prêt à être livré. D'accord? Donc, le lead time, c'est le temps de point de vue client à partir de la commande jusqu'à la réception de cette commande-là. Alors que le temps de cycle, je reviens vers ça, alors que le temps de cycle, ça prend en considération le temps d'exécution et de séjour de ce produit-là dans l'usine ou dans l'unité de production. D'accord? Donc, c'est le temps entre le début du travail, entre le moment du commencement du traitement ou de la production de l'article jusqu'à ce que cet article-là soit prêt à être livré. Donc, ça concerne uniquement l'entreprise et plus particulièrement l'unité de production. Le calcul du temps de cycle se fait en considérant le temps de cycle par poste. Donc, on dit 3 postes, chaque poste a un temps de cycle. Le temps de cycle total, c'est la somme des temps de cycle alimentaire. Je reviens un peu ici vers le lead time. Nous avons intérêt, bien sûr, à diminuer ce lead time-là. On n'a pas intérêt à avoir une durée importante entre le lancement de la commande de client et la réception de cette commande. Sinon, nous allons avoir tout type de muda. Et si nous avons un lead time court, ça va augmenter la flexibilité de l'entreprise, sa réponse, sa réactivité et sa réponse par rapport aux variabilités des articles produits. Ça augmente la robustesse de l'entreprise par rapport à ses concurrences, pour la flexibilité, pour le coût de production, parce que si on gagne du temps, on va certainement gagner en termes de coût. Ça diminue, quand on a le temps de réactivité par rapport aux commandes clients, ça diminue les stocks, ça augmente le taux de rotation de ces stocks-là, et nous avons, comme je vous ai dit, intérêt à avoir la durée du lead time la plus petite possible.
lorsque nous allons voir les composants de ce lead time-là, on va voir, vous allez me proposer quelques mesures qu'on peut prendre pour diminuer le temps. Les composants, on peut les voir ici. C'est un schéma que j'ai trouvé très significatif qui illustre la différence entre la notion du temps de cycle et la notion du temps de livraison ou lead time. Ici, nous avons 3 types de temps. En blanc, les temps d'exécution, processing time. En pointillé, les temps d'attente. C'est la notation choisie par l'exemple. Et ce qui est noir ici, le temps d'attente par rapport à la livraison. Et ce qui est en noir, c'est le temps d'attente de transfert, les encours entre les postes d'un même processus. Le temps de cycle, c'est la somme des temps d'exécution et temps d'attente. Donc, le temps de cycle, c'est le temps d'exécution, non, c'est le temps d'exécution plus le temps d'attente noir ici, c'est le temps de cycle dans l'entreprise, et le lead time, c'est tout ce temps-là, c'est-à-dire le temps de cycle, le temps de traitement, le temps d'attente entre les postes et le temps d'attente, par exemple, de livraison matière première et la livraison vers le client. Le temps de cycle, c'est une composante du lead time. Si on ajoute les délais d'approvisionnement et les délais de livraison. Ce qui nous intéresse pour l'équilibrage, c'est principalement le temps de cycle. L'objectif de notre séance, c'est l'équilibrage des lignes de production. Donc, on va s'intéresser à cette partie-là, interne à l'entreprise, qui prend en considération le KPI temps de cycle. Et on peut définir l'équilibrage d'une ligne de production comme étant la définition du séquencement d'assemblage et le calcul du temps de cycle requis pour atteindre un objectif de production bien fixé. Cet objectif-là, on va voir comment le calculer. L'équilibrage revient aussi à réarranger les tâches en respectant une séquence bien particulière, bien sûr. Nous avons une gamme de production à respecter. Donc, réarranger dans la mesure du possible, c'est-à-dire tant que la gamme de production l'autorise, les tâches entre les différents postes de travail pour avoir la charge la plus équitable que possible. Vous allez voir que l'idéal, c'est d'avoir des postes de travail ayant le même temps de cycle élémentaire. Définition d'une séquence, calcul d'un temps de cycle à partir de données bien particulières pour atteindre un objectif fixé et calculé. Les moyens utilisés, c'est un réarrangement des tâches en respectant la gamme de production. Je vous rappelle, voilà, je vous propose une autre définition du temps de cycle. C'est l'intervalle de temps qui sépare la production de deux entités successives dans un même processus de production. C'est le temps qui sépare la production de deux pièces successives dans le processus de production. Si on veut représenter schématiquement ce qu'on veut dire par équilibrage de poste, on va commencer par le temps de cycle qui représente ce que l'entreprise peut faire, la capacité de production, what we can do. Donc, le temps de cycle, c'est ce que l'entreprise peut faire selon les ressources disponibles. L'équilibrage revient à trouver un équilibre entre ce temps de cycle et ce qu'on appelle le takt time. C'est quoi le takt time? Autant de production sur les demandes clients. Avec comment on le calcule? Oui, on peut le définir. Temps idéal de chaque poste, temps idéal maintenant pour le satisfaire le client.
temps de production dans chaque poste. C'est le rythme ou la cadence exigée pour la production, de la production pour satisfaire le client. Donc, c'est ce que le client demande. C'est le temps dont j'ai besoin pour produire. إذا كان le temps de cycle, c'est le temps qui sépare la production de deux pièces successives, de deux bonnes pièces successives, selon la capacité de l'entreprise. Le takt time, c'est le temps qui sépare la production c'est le temps exigé de production de deux bonnes pièces pour ne pas perdre le rythme de production pour satisfaire le client. Donc, si je veux satisfaire le client, je dois respecter ce rythme de takt time. Et comme votre camarade a dit, on peut le calculer en divisant le temps requis, le temps disponible pour la production, par la demande exigée par le client. Et le mot tact est emprunté de la langue musicale, la langue allemande, qui veut dire tempo, rythme ou cadence. On va garder surtout la notation rythme et cadence, c'est le rythme de production exigé pour satisfaire le client. C'est variable, bien sûr, selon la demande du client. Il ne dépend pas, bon, ça dépend bien sûr du temps disponible, mais ne dépend pas de la capacité des postes de travail, ne dépend pas, c'est indépendant, par exemple, du cas où j'ai des pannes machines, là j'ai des absentéismes des opérateurs. D'accord? Équilibrer une ligne de production revient à équilibrer ces deux KPI, cycle time, temps de cycle, et takt time, ce que l'entreprise peut faire et ce que l'entreprise doit faire pour satisfaire ses clients. Et c'est ce qu'on appelle, c'est la définition qu'on peut donner à l'équilibrage des lignes de production. L'objectif, dans ce que nous étions en train de dire, c'est le respect d'une séquence pour atteindre un objectif qui est, dans notre cas, cet objectif-là, c'est le takt time, arranger les postes dans un objectif de ramener les temps de cycle de tous les postes de travail à une valeur comparable, idéalement égale. Donc, on a intérêt à avoir des temps de cycle de valeur comparable pour tous les postes de travail. Une ligne déséquilibrée maintenant. Qu'est-ce qu'une ligne déséquilibrée? On va considérer un exemple qui illustre ce déséquilibre par rapport à la production, bien sûr. On va considérer une ligne de production formée de 3 machines, une machine A avec une capacité de 20 pièces par heure, machine B avec une capacité de 10 pièces par heure et une machine C avec une capacité de production de 5 pièces par heure. Ces capacités de production sont des temps de cycle ou des takt time? Sont des temps de cycle. D'accord, merci. Sont des temps de cycle. Avec ces temps de cycle, ces 3 temps de cycle, si on veut présenter nombre de pièces produites en fonction du temps, on va trouver ce diagramme d'équilibre. C'est un diagramme d'équilibre, ou là aussi diagramme de takt time. On va l'utiliser dans plusieurs exemples. Donc, si on va présenter les temps de cycle dans un histogramme, on va trouver ce cas de figure et on peut déduire que nous aurons des quoi entre les postes? Comment on appelle les produits semi-finis entre les postes? Des encours. Donc, on va trouver des encours entre la machine A et B parce que la cadence de la machine A est supérieure à la cadence de la machine B. De même, et on aura une surproduction comme type de muda. De même, entre la machine B et C, nous aurons des encours entre B et C, et la machine B sera en attente de pièces de la machine A parce qu'elle a une cadence inférieure à celle de A, et le client sera en attente de sa production. Voilà, le magasin, donc le client final, le poste final, aura un temps d'attente assez important. Et on peut qualifier cette ligne de production de très déséquilibrée parce que nous avons des mudas partout.
parce que les postes de travail ont des cadences très différentes. Qu'est-ce qu'une ligne de production équilibrée maintenant? Si cette ligne est déséquilibrée, une ligne de production est qualifiée d'équilibrée lorsque il n'y a pas de poste surchargé, les variations de la production sont lissées et il n'y a pas de temps d'attente entre les postes. Donc, pas de surcharge, pas de temps d'attente et pas de variabilité de la production. La production est lissée et j'ai un flux fluide de production. Si nous avons ces conditions-là, on peut dire que la production ou la ligne de production est équilibrée. De quoi est-ce que nous avons besoin pour pouvoir équilibrer une ligne de production? Nous avons besoin des instructions d'assemblage, de diagrammes de précédence, du schéma de produit. Ces trois ressources peuvent être données parce que nous avons appelé la nomenclature et la gamme de production du produit. Par exemple, si on revient ici, s'il n'y a pas de possibilité pour changer l'ordre A, B, C, si la gamme de production exige d'exécuter la tâche sur la machine A, puis la machine B, puis la machine C, il y a un cas de figure pour équilibrer cette ligne-là. S'il y a possibilité, par exemple, de traiter le produit sur la machine C, puis A, on peut proposer une autre solution d'équilibrage. Donc, pour pouvoir équilibrer les lignes de production, nous avons besoin de toutes les informations en relation aux équipements, bien sûr, les cadences, les capacités, etc. Et en plus de ça, nous avons besoin de la gamme de production, à savoir les instructions d'assemblage, s'il y a des instructions particulières à respecter. Nous avons besoin du diagramme de précédence, quelles sont les tâches qui doivent être exécutées avant l'autre. Ça peut être géré, par exemple, par une matrice d'antériorité. Et j'ai besoin du schéma du produit pour pouvoir comprendre le travail, pour optimiser, si possible, l'ordre des tâches, par exemple. Et par la suite, on va voir, après l'équilibrage, on aura on peut avoir un aménagement de l'espace. Et on va en parler par la suite. Pour le moment, pour comprendre la nature du travail et pouvoir, si possible, si la nomenclature, le diagramme de précédence et les instructions d'assemblage le permet, permuter des instructions. Sinon, on doit trouver des solutions pour équilibrer la ligne en se basant sur les temps de traitement, les temps de cycle. Le nombre de postes de travail, le nombre optimal de postes de travail peut être calculé par cette formule-là. Le temps de traitement divisé par le takt time. Et vous pouvez voir ici que nous avons un signe supérieur ou égal, c'est-à-dire la valeur optimale est quoi? La valeur optimale du nombre de postes pour avoir un équilibrage optimal. Égal à combien? Si le nombre de postes est supérieur au temps de traitement sur le takt time, donc, idéalement, on doit avoir un nombre de postes égal au temps de traitement sur le takt time. On doit calculer la somme des temps de cycle. On divise ce temps-là par le takt time pour trouver le nombre de postes optimal le nombre optimal de postes qu'on doit avoir sur la ligne pour dire que nous avons une production optimale. C'est la première chose à faire une fois nous avons eu notre temps de cycle et notre takt time. Qu'est-ce qu'un équilibrage optimal? Un équilibrage optimal, c'est idéal déjà, lorsque nous avons un temps de cycle égal pour tous les postes de travail. Optimal lorsque les pertes sont minimales et il n'y a pas de temps d'attente ni d'encours entre les postes. La situation d'avoir des postes de travail ayant des temps de cycle égaux est presque impossible à atteindre. C'est très rare d'avoir
un poste de travail avec un temps de cycle égal, quel que soit le poste, mais il y a ce qu'on appelle un taux d'équilibrage qui doit être optimal. On va voir comment calculer les performances de cet équilibrage-là, de ce taux, comment mesurer la qualité de l'équilibrage de la ligne par des indicateurs bien précis. Donc, si nous avons discuté ça lorsque je vous ai présenté les 3 postes ABC, les pertes de temps sont liées à un équilibrage non optimal. Je peux équilibrer, trouver un équilibrage, mais l'équilibrage reste quand même ayant des performances qui ne sont pas optimales. On va voir, comme je vous ai dit, comment calculer les performances d'un équilibrage. Les opérations qui ne peuvent pas être morcelées sont considérées comme des contraintes d'équilibrage. Qu'est-ce que ça veut dire le morcelage des opérations? Je m'en ai à un morcelage des opérations. Découpé en morceaux. Très bien. Donc, c'est découpé en morceaux. On peut avoir un poste qui a un temps de cycle qui dépasse le takt time, mais qui ne peut pas être découpé en des tâches élémentaires. Donc, ce cas est considéré comme une contrainte d'équilibrage. D'accord? On va revenir à cette notion-là dans le module ordonnancement aussi. C'est une contrainte qui peut freiner ou qui peut dégrader la qualité de n'importe quelle optimisation, en particulier l'équilibrage. Les pertes de temps doivent être ajoutées au temps de cycle. Le temps de cycle, c'est toute la période de séjour depuis la matière première jusqu'au produit fini, jusqu'à ce que le produit fini soit prêt à être livré. Ces pertes de temps doivent être considérées lorsqu'on veut calculer les temps de cycle. Et ça reflète la durée réelle de production d'une pièce. Lorsque j'ai un équilibrage non optimal, j'aurai certainement un temps de cycle plus important. Lorsqu'on diminue, lorsqu'on améliore, on optimise l'équilibrage, le temps de cycle va diminuer. Est-ce que l'équilibrage peut avoir une influence sur le takt time? L'équilibrage, est-ce qu'il peut influer le takt time? Non. Non, puisque le takt time est exigé. Le takt time est exigé d'une part, et c'est les performances qui doivent exister et non pas les performances qu'on va optimiser. Donc, ça dépend principalement de la demande client et du temps d'ouverture. L'optimisation ou l'équilibrage va affecter ou va améliorer plutôt le temps de cycle. Qu'est-ce qu'un diagramme d'équilibrage? Pour équilibrer les lignes, on a des notions qu'on doit considérer et une méthodologie à suivre. Qu'est-ce qu'un diagramme d'équilibrage? C'est la représentation des temps de cycle sur un diagramme. La représentation visuelle de ce qu'on appelle poste ou station de travail. Ici, nous avons 4 postes de travail. Dans l'axe des ordonnées, nous avons le temps de cycle, la graduation en temps de cycle, la graduation des ordonnées en temps de cycle. Le premier poste, il a un temps de cycle de 15 secondes, minutes, j'ai oublié, minutes, 15 minutes. Le deuxième poste, 12,5, troisième, 14,2, le quatrième poste, 11 minutes. Et nous avons un takt time de 16 minutes. Ce que vous voyez ici, c'est un diagramme d'équilibrage. Le takt peut bien sûr être au-dessus, au-dessous de n'importe quel temps de poste de travail, temps de cycle d'un poste de travail, puisque les deux notions sont indépendantes. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle diagramme d'équilibrage et ce que nous allons utiliser pour optimiser notre équilibrage. Le délai de production, de fabrication ici, le temps de cycle égal à combien? La somme Très bien, c'est la somme des différents temps de cycle élémentaires. Donc, si vous faites la somme, vous allez trouver 52,7 minutes.
Les pertes de temps. Comment on peut calculer les pertes de temps et par rapport à quoi surtout? Par rapport au takt time, le temps takt time, Rapport, oui, très il est bien, c'est plus par supérieur rapport au 2. au takt time. La durée des pertes est égale à combien? Comment on va la calculer? Par exemple, la première station, La différence. 3 minutes, le perte Bien. de temps. Donc, c'est la somme des pertes de temps entre chaque poste de travail et le takt time. Si vous faites la somme, vous allez trouver que vous avez c'est entre le takt time ou là, entre le golo. C'est quoi le golo ici déjà? Qui peut me rappeler c'est quoi le golo? Et puis on va Le revenir au perte. boulot, Le le boulot, boulot, c'est la je venais de station, la première station. faire. C'est La ma. seconde. C'est ma. C'est quoi le golo? Le boulot d'entranglement, le station le plus, le plus, il prend le plus de temps. Donc, Donc, dans ce cas, dans cet exemple, la station 1, le 15, le plus, c'est le goulot d'étranglement. c'est le golo de tranglement, c'est le poste. 1. C'est le poste 1, d'accord. Le golo, c'est le maximum, c'est le poste qui a le maximum de temps le temps de cycle maximal parmi les postes de travail. C'est dans ce cas, dans tous les cas, le poste qui impose le rythme de production. Donc, là, on a deux limites. On dit une limite par rapport au golo et une limite par rapport au takt time. On va calculer deux efficacités, deux valeurs d'efficacité différentes. On va calculer l'efficacité de la production par rapport au golo, c'est-à-dire quelles sont les pertes de temps par rapport à la capacité de production de la ligne, et on va calculer la perte de temps par rapport au takt time. Là, est-ce que nous avons un problème avec le rythme de production déjà? Non. Non, on Le n'a pas de rythme. problème avec le rythme de production, mais on a quand même on a des pertes. Même si nous n'avons pas de retard par rapport aux clients, nous avons des MUDA. C'était 7,3, comment on l'a eu? C'est, si vous faites 2,5 plus 0,8 plus 4, vous allez trouver combien? 2,5, 2,5 plus 0,8 plus 4, c'est la différence, c'est les pertes de temps par rapport au golo. Vous allez trouver combien? 7,3. 4,8 plus 2,5, c'est 7,3. Donc, la première efficacité qu'on va calculer, c'est par rapport au golo. Et on va commencer par ce. On va toujours faire les deux calculs. On va calculer toujours une efficacité par rapport au poste golo et une efficacité par rapport au takt time. Ici, on va commencer par le golo parce qu'on n'a pas de problème avec le rythme de production. Donc, on va considérer tout d'abord les pertes par rapport au golo. Et on va trouver dans ce cas 7,3 minutes de perte par rapport à l'équilibrage sans considérer le takt time parce qu'on n'a pas de problème avec le rythme de production. Le délai de fabrication maintenant, égal à combien? On a le délai, le lead time, c'est le temps de traitement plus Le facteur, les pertes plus de le temps. temps de. Eh bien, plus le temps perdu. Donc, le délai de fabrication ou le lead time sera 52,7 plus 7,3, donc 60 minutes. Si on veut calculer l'efficacité, on va tout simplement diviser le temps à valeur ajoutée sur le temps total. Parce que lorsqu'on évoque la notion de temps de cycle du lead time, on doit aussi parler du pourcentage de temps à valeur ajoutée. D'accord? L'efficacité par rapport au golo
est calculé, peut être calculé, il y a une autre formule qu'on va voir par la suite, mais peut être calculé en divisant le temps à valeur ajoutée par le temps total, c'est-à-dire 52,7 sur 52, 60. très bien, 52,7 sur le temps total, le lead time total qui est 60 et nous aurons une efficacité de 88%. Donc ici, uniquement par rapport au poste Golo, nous avons 88% d'efficacité. Maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer l'efficacité par rapport au tact time. Efficacité du système par rapport au tact time. Et donc, on va ajouter la différence entre le rythme de production réel, la capacité de l'entreprise et le takt time. Donc, on va ajouter ces valeurs de perte de temps. Parce que l'équilibrage doit être fait par rapport au takt time et non pas uniquement par rapport au poste Golo. Quel que soit ce poste Golo, le temps du poste Golo, il est supérieur ou inférieur au temps du takt time, au takt time. D'accord? Donc, l'efficacité totale sera égale à combien? Si on considère en plus des pertes du temps dues à l'équilibrage qui n'est pas optimal et on considère aussi les pertes du temps par rapport au takt time, on va voir quoi? Qu'est-ce qu'on va ajouter en fait? On va avoir un temps, des pertes de temps égales à combien? Les pertes, on va ajouter au temps total les pertes par rapport au takt time. Très bien, on va ajouter les pertes de temps par rapport au takt time. On va trouver une inefficacité, un temps d'inefficacité ou un temps perdu de 11,3 minutes. C'est la somme de ce qui est bleu et ce qui est rouge ici. Et nous aurons un lead time qui va certainement augmenter de 64 minutes et une efficacité qui va diminuer à 82%. Kif, on a divisé le temps à valeur ajoutée qui n'a pas changé, qui est égal à 62,7, on l'a divisé par 64 et l'efficacité réelle totale du système, si on considère le takt time, va diminuer de 88 lorsque nous avons considéré uniquement les pertes les pertes par rapport au Golo à 82% lorsque nous avons considéré en plus des pertes par rapport au Golo, les pertes, les temps d'attente, les pertes de temps, la surproduction par rapport au takt time. Donc, l'équilibrage doit être fait par rapport au takt time. Il doit prendre en considération une efficacité totale qui considère les pertes ou les temps d'attente ou les temps perdus dans le cas général entre les temps de cycle élémentaire de chaque poste et le poste Golo. C'est une efficacité par rapport au Golo et une deuxième efficacité totale entre les temps de cycle des postes et le takt time. L'équilibrage, ça revient à considérer la différence par rapport au takt time. Des questions? C'est généralement utilisé ou calculé cette efficacité en traçant un diagramme comme ça, ou tout simplement en considérant un tableau. Toujours, la présentation visuelle facilite et donne plus de visibilité sur les temps perdus, voilà, sur les MUDA qu'on peut détecter. D'accord? Donc, est-ce que cette ligne est équilibrée déjà? Non. Non, ce n'est pas équilibré puisqu'il y a un pourcentage assez important entre le poste le moins performant, le moins rapide et le poste, plutôt le poste le moins rapide et le poste qui a le temps de cycle le plus faible. Donc, non, on n'a pas un bon équilibrage ici et ce n'est certainement pas optimal. L'idéal, c'est d'avoir un temps de cycle égal à combien pour chaque poste? Tout simplement, égal à égal au takt time. Bon, ce ne sera pas égal au takt time. On aura déjà le temps de cycle inférieur. On va pas augmenter le temps de cycle pour atteindre le takt time. Hein.
mais on peut exploiter cette période entre le poste golo et le 15 AD doit être réduit, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire réellement pour l'équilibrage? On va, si cette tâche, par exemple, est morcelable, si on peut diviser les tâches de ce poste-là en plusieurs postes, on peut, par exemple, déléguer quelques tâches qui étaient affectées au poste 1 pour le poste 2 et surtout pour le poste 4. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'équilibrage. Donc, le temps de cycle va certainement diminuer si nous allons optimiser l'équilibrage. Et puis, le takt time, ça ne change pas dépendamment de cet équilibrage-là. Mais on ne va pas équilibrer cette ligne-là ne veut pas dire que le temps de cycle va être 16, certainement. Mais plutôt, va être entre quoi et quoi? Je connais pas. Le temps de cycle va être strictement inférieur à 15. 15. Bon, strictement, ça dépend. Si c'est morcelable, si c'est pas morcelable, ça sera inférieur ou égal à 15 et supérieur ou égal à 11, quel que soit l'équilibrage qu'on va faire. D'accord? Et équilibrer revient à attribuer ou à diviser les tâches d'un poste qui a un temps de cycle important et la déléguer vers un autre poste. Veut dire aussi, peut dire aussi regroupement de tâches. Je peux par exemple proposer de regrouper les tâches 15, 11, j'aurai 26, et 15, 11. 1 et 4, j'aurai 26, ou 2, 3, j'aurai 26, 7. Donc, ce sera plus équilibré, mais ça va dépasser le takt time ici. Donc, il faut trouver une solution qui respecte en même temps le takt time inférieur au takt time et qui améliore, qui minimise la différence entre les différentes stations de travail. D'accord? Madame, Donc, oui. Madame, et on va augmenter le temps en bleu entre les postes, le temps de cycle et le takt time. Oui, c'est justement l'équilibrage par définition. Un poste, voilà, une ligne équilibrée, c'est une ligne qui a une cadence qui respecte le takt time. Donc, le temps de cycle inférieur au takt time. Ça, c'est équilibré. L'équilibrage est quand même optimal si nous avons un temps de cycle comparable entre les différents postes et inférieur au takt time. La notion de valeur ajoutée là. Donc, l'efficacité, c'est par rapport au pourcentage de valeur ajoutée, non pas par rapport à l'équilibrage. Je peux avoir un très bon équilibrage et une très mauvaise efficacité. Les postes sont équilibrés, mais j'ai beaucoup de pertes de temps. D'accord? Ce sont deux notions différentes. Pour D'accord. ce comme tout à l'heure, la notion de temps de cycle takt time est étroitement liée aux notions de temps à valeur ajoutée. Donc, après avoir équilibré la charge, après avoir équilibré la ligne, on peut passer à l'optimiser, on doit même passer à l'optimisation des mudas, à la minimisation des temps perdus, par exemple. D'accord? Madame, كي نعملوا l'équilibrage entre les postes par rapport au poste goulot معناها ما يوليش وقتها يعني تاك تايم يولي ينقص يعني نوليو يعني نحضروا احنا بتاك تايم اقل من اللي هو كان فيه on ne choisit pas de takt time. On ne choisit pas de takt time. Le calcul de takt time. Comment? كيفاش يعني On calcule le takt time. On dit un temps d'ouverture. L'entreprise doit, par exemple, fonctionner pendant 8 heures et elle a 500 pièces commandées. Donc, le takt time, quel que soit l'équilibrage, quel que soit l'état des machines, quel que soit l'état des opérateurs, doit être temps d'ouverture sur la demande du client. D'accord? C'est un KPI imposé, si tu veux. D'accord? Puis, on doit gérer nos ressources, équilibrer les postes. Qui m'a كما قال محمد طاهر
فما deux notions qui m'a il y a deux notions différentes. Il y a le temps perdu, voilà, le temps d'attente, c'est haja à part, et l'équilibrage, c'est autre chose. Donc, on équilibre la ligne. Tant mieux si au début, nous avons parti à partir d'une situation où tous les temps de cycle sont inférieurs au takt time, mais le takt time doit être fixe, va être fixe, c'est imposé par la demande du client. Puis, une fois la ligne équilibrée, on va optimiser, on va minimiser les temps perdus. C'est un autre chantier qu'on peut avoir. D'accord? Mais diminuer le takt time. Diminuer le takt time, c'est-à-dire quoi? Accepter une autre commande, ok, oui, on peut faire ça. Mais avec les conditions ou dans la situation actuelle, on garde et on va tracer, si on va accepter une autre commande, on va tracer un autre diagramme d'équilibrage. Ce sera une autre situation optimisée, d'autres calculs à faire, et l'efficacité va changer, les temps perdus vont être modifiés, etc. Mais avec cette situation, tant mieux qu'on a un takt time supérieur au temps de cycle de tous les postes, on va équilibrer la ligne, puis on passe à autre chose qui est la maximisation du pourcentage des tâches à valeur ajoutée. D'accord? D'accord. Alors, pour équilibrer une ligne de production, on peut avoir recours à des modèles d'équilibrage qui peuvent être ou bien manuels, nous allons voir quelques outils manuels aujourd'hui, ou bien des outils numériques d'équilibrage de postes. Il y a aussi des entreprises, vous allez voir ça dans vos stages et dans vos projets de fin d'études, que l'équilibrage peut se faire intuitivement. Donc, sans avoir recours à un modèle d'équilibrage, que ce soit manuel ou numérique, je peux équilibrer cette ligne-là. Parce que équilibrer veut dire quoi? Avoir un temps de cycle de tous les postes de travail inférieur au takt time et avoir une production lissée, tout simplement. Si on a ça, on dit que nous avons une ligne de production équilibrée. On peut, en respectant bien sûr les conditions de production de tous les produits, la gamme de production, le diagramme de précédence, etc., on peut intuitivement proposer un regroupement de tâches. Voilà l'axe, un morcelage, une division en morceaux des tâches affectées à un même poste, et nous aurons une ligne équilibrée, mais pas un équilibrage optimisé. Pas forcément un équilibrage optimisé. La solution intuitive proposée peut ne pas être optimale. Alors que lorsqu'on utilise un modèle d'équilibrage, que ce soit manuel ou numérique, l'équilibrage proposé sera avec un pourcentage d'efficacité très important, optimal. Donc, je reviens, un équilibrage peut être fait d'une façon intuitive ou le résultat de l'application d'un modèle d'équilibrage. Les modèles manuels, on commence par la procédure générale, que ce soit pour un modèle linéaire ou un modèle numérique. On va commencer bien sûr par déterminer la cadence ou le takt time et le temps de cycle total, le temps de cycle de chaque poste de travail. On va essayer de regrouper les opérations de travail pour obtenir, voilà, de diviser, pour obtenir un temps de cycle de chaque poste inférieur au takt time et un temps de cycle total égal au lead time, au temps de cycle, au cycle time. Puis, on va évaluer les performances. Qui fait qu'on va évaluer les performances par rapport au takt time et par rapport au poste golo. Donc, quel que soit le modèle d'équilibrage utilisé, même pour la méthode intuitive, il y a une application qui n'est pas rigoureuse, mais on applique quand même ces étapes-là, calcul de temps de cycle et du takt time, regroupement des opérations et évaluation des performances. Le regroupement des évaluations, qui diffère entre intuitif, manuel ou numérique. En numérique, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, mais si on utilise une méthode intuitive, on va voir un exemple, ou une méthode manuelle, on va voir aussi deux exemples d'équilibrage manuel, deux exemples de modèles d'équilibrage manuel. Le regroupement du travail va être évalué
en calculant la performance par rapport au takt time, par rapport au poste Golo. Quelle que soit la méthode d'équilibrage, on doit suivre ces étapes-là. Les cadences et les temps de cycle, s'ils sont existants, les temps de cycle et les cadences, s'ils sont existants, j'ai un historique, voilà, j'ai des données qu'on peut utiliser, tant mieux. Sinon, on peut chronométrer ces temps-là, tout simplement. On utilise un chronométrage pour effectuer, pour trouver les temps de cycle de chaque poste de travail. On va essayer vendredi d'avoir une simulation sur un cas, dans un jeu de simulation en classe. Le regroupement des opérations, s'il y a un algorithme, s'il y a un modèle à utiliser, tant mieux. Si c'est intuitif, on peut simuler jusqu'à trouver la situation acceptable. L'évaluation, il y a des équations qu'on utilise, bien sûr. Les modèles manuels qu'on va voir pour ce cours, la règle du candidat le plus grand et la règle du poids positionnel. On va appliquer ces deux algorithmes, ces deux méthodes manuelles sur un exemple réel. Quelques méthodes numériques, je vais vous citer quelques méthodes numériques si vous en avez besoin. Il y a COMSOL, c'est très utilisé, Alpaca et Calb. Il y a d'autres outils, mais ces trois outils numériques sont les plus utilisés pour l'équilibrage des postes. Ils ne sont pas très utilisés, mais lorsque les entreprises utilisent des ERP assez évolués, on peut trouver ces algorithmes-là ou ces moyens numériques intégrés dans ces ERP-là. D'accord? Donc, l'équilibrage, ça peut être manuel ou numérique. On va voir deux outils. On va voir déjà un exemple pour l'équilibrage intuitif, deux exemples pour le manuel, mais on ne va pas malheureusement voir. Si on aura du temps, on peut télécharger une version gratuite de l'Inde, surtout comme seul, pour voir le résultat de l'équilibrage sur un exemple concret. Donc, vous pouvez le faire vous-même. On va commencer par la méthode intuitive. On va considérer un exemple et on va le résoudre. Résoudre, c'est-à-dire quoi? L'équilibrer en appliquant tout d'abord la méthode intuitive. D'accord? Intuitive et non pas le candidat le plus grand. D'accord? Alors, on va appliquer une méthode d'équilibrage sur cet exemple. Est-ce que vous voyez le fichier Excel? Oui, madame. Oui, madame. Qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer ces temps opératoires ou temps de cycle. Chaque tâche a un temps de cycle, un diagramme de précédence et nous avons un temps de cycle égal à 1. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le nombre de postes. On va déjà définir les postes. La somme des temps opératoires, il suffit juste de calculer la somme, c'est plus simple. Voilà, on va trouver 4 minutes, disons. 4 minutes, il n'y a pas... Ah oui, minutes. Mais, je vais minutes, avec un minimum. Le nombre de postes minimum, est-ce que vous vous rappelez de l'équation? Comment on calcule le nombre de postes minimal? C'est égal à la somme des temps de cycle divisé par quoi? Le tact. Par le tact time. Donc, la situation optimale est d'avoir 4 postes de travail. On va appliquer une méthode intuitive et on va voir est-ce que ça va donner 4 postes ou elle. Poste, c'est-à-dire un regroupement de tâches en respectant l'antériorité, c'est-à-dire, par exemple, intuitivement, si je choisis de commencer par 3, est-ce que je peux le faire? Par la tâche 3. Si je décide de commencer par la tâche 3, est-ce que je peux le faire? Oui. En fait, non. Puisque Oui. le prédécesseur est la posture. Voilà, je ne peux exécuter le 3 que si le poste 1, je ne peux exécuter la tâche 3 que si la tâche 1 est exécutée. De même, par exemple, si je choisis intuitivement de commencer par 7, je ne peux pas le faire avant de lancer le 3.
Et intuitivement, je choisis de lancer dans l'ordre, tout simplement. Donc, comment on fait? On va considérer les tâches et les temps opératoires. J'ai juste copié les tâches et les temps opératoires. Juste, je vais reprendre ça. Et à chaque fois, je vais voir est-ce que je vais regrouper les tâches, par exemple, 1, 2, 3, 4 ensemble, voilà 1, 2 pour un poste et 3, 6, 7 pour autre poste, etc. Et voir est-ce que j'aurai 4 postes ou pas. Alors, normalement, c'est quoi la contrainte que je dois respecter ici, à part les contraintes de précédence? Je dois respecter quoi pour avoir un diagramme équilibré? Inférieur au tac-tac. La somme des temps opératoires doit être inférieure au tac time. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence par considérer la première tâche. Je peux la considérer parce que elle n'a pas de prédécesseur. Voilà. Est-ce que je peux ajouter au poste 1 le poste 2? Oui, c'est toujours inférieur à 1. Est-ce que je peux ajouter le poste 3? On va voir. Non, parce que ça dépasse le tac time. Donc, on va considérer que ce poste, c'est le premier poste. Et on va l'appeler P1 par exemple. D'accord? Puis, est-ce que je peux lancer la tâche juste là? Oh, on est dans l'ordre. Là. Normalement, et c'est la solution que j'ai fait tout à l'heure. Est-ce que je peux lancer la tâche 3? Oui. Oui, parce que j'ai déjà lancé la tâche 1. Est-ce que je peux lancer la tâche 4? Oui. Oui. Mais on n'a pas vérifié les temps. Hein. Donc, kiff, je prends ce temps-là. Je prends la somme de la première tâche et de la deuxième. Est-ce que je peux lancer le 5? Non. Je peux la lancer. J'ai exécuté. Ah, mais ça va être le temps total, ça va être supérieur au cycle time. Donc, je vais appeler ça P2 et ça sera le deuxième poste. D'accord? Est-ce que je peux lancer le 5 ici? Oui. Oui. Je peux lancer le 5. Même chose. Et kiff, je vais ça plus ça. Est-ce que je peux lancer le 6? On va voir. Oui. Oui, ça reste toujours inférieur. Est-ce que je peux lancer le 7? Oui. Oui. 8. On va voir. 8. Non, je ne peux pas lancer le 8. Donc, je vais considérer 5, 6, 7, les tâches 5, 6, 7 comme un poste 3 de travail. D'accord? On continue. C'est une méthode intuitive, hein, je vous rappelle. Je vais recommencer le calcul. Je peux lancer le 8, oui. 3, 4 est déjà lancé. Je peux lancer le 9. 6, 7, 8 est lancé, oui. C'est toujours inférieur à 1. Je peux lancer le 10 ou pas? Non. Non, parce que ça va dépasser le tact. Donc, on dit 2 conditions à respecter. Je dois respecter le fait que la somme des temps de cycle des tâches soit inférieure au tact time et je dois respecter le fait que je ne peux lancer une tâche que si ses prédécesseurs sont déjà lancés. D'accord?
Donc 8, 9. Est-ce que je peux lancer le 10? 5, 8 est déjà lancé. Donc je peux très bien lancer le 10. 11, oui. C'est toujours inférieur à 1. Ça sera vers le 8. Est-ce que je peux lancer le 12? Au revoir. Oui. Et c'est égal à 1. Donc j'aurai 5 postes de travail. 5 postes de travail. Est-ce que l'équation, voilà, le nombre de postes est respecté? Optimal. Est-ce que c'est respecté? Oui. Oui, ça doit être Oui. supérieur ou égal au nombre minimal qui est dans notre cas égal à 4. Et G5, c'est bien respecté. Donc, le nombre de postes est égal à 5 en utilisant une méthode intuitive. D'accord? Et j'ai un ordre bien déterminé en respectant la précédence des tâches et en respectant le fait que un poste, le temps total d'exécution des tâches d'un seul poste, d'un même poste, ne doit pas dépasser le takt time qui est dans notre cas égal à 1. D'accord? Donc voilà, si vous pouvez vérifier que c'est la même. Ce ne sont pas les mêmes. 1, 2, 3, 4, 5. Je les mets. Intuitivement, puisque c'est une méthode intuitive, donc il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution correcte et solution qui n'est pas correcte. Si les conditions sont respectées, on peut considérer que c'est une solution. C'est quoi l'autre solution, Houni? Qu'est-ce que nous avons fait? Lorsque nous avons trouvé qu'on ne peut pas lancer le 3, on s'est arrêté. On pouvait continuer vers le 3. On pouvait continuer. Est-ce qu'on peut lancer le 4? Oui, on peut lancer le 4. D'accord? Donc, l'année, on peut... مادام في الإكيليبراج الثاني فما غلطة الأن والدو زدتهم 0.7 ديباسيت الأن ليه؟ Non. ليه مش غلط. C'est une autre solution. علاش غلط؟ اوكي مادام c'est pas faux. C'est une autre solution. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? نخدموا l'exemple. نخدموا l'autre exemple. Insérer. Ça, moi, je connais bien un partage d'écran. يخدموها ولا نخدم هنا؟ نخدم وحدي. Ben, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va se concentrer un peu plus et trouver une autre solution, toujours intuitive. 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Alors, on va considérer kiff, poste, tâche et temps total. Et on va commencer par voilà, et voilà. Et on va reprendre. Est-ce qu'on peut lancer la première tâche? Oui. Est-ce qu'on peut lancer la deuxième? Oui. Nombre la somme égale le premier temps, les premiers temps KO égale ça plus le deuxième temps. Est-ce qu'on peut lancer la troisième? Non, parce que j'aurai une somme supérieure à 7. Est-ce que je peux lancer la quatrième? Oui. Oui. La cinquième? Voir? Oui. Oui. Donc, elle est où le meilleur équilibrage? Est-ce que c'est ce que nous étions en train de faire ou cet équilibrage-là avant de terminer? Allez, pourquoi? Non, ça va être le même nombre de postes, mais plutôt parce que un temps de cycle du premier poste égal à 0,6 qui est très loin de 1. égal au takt time. Égal au takt time, d'accord? هو الجولو on va voir c'est le poste golo aussi mais مش على خاطر
c'est pas uniquement parce que on va voir un nombre de postes, un nombre de postes ici, mais c'est parce que le temps de cycle du premier poste ici, il est très inférieur au tact time. Donc là, est-ce que je peux lancer le 3? Oui. Est-ce que je peux lancer le 6? 3 est lancé. Je peux lancer le 6? Oui. Oui. Le 7, ça va dépasser. Donc nous aurons notre poste. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, je peux le lancer. 3 est lancé. Hein? 8, 3, 4 est lancé. Est-ce que ça dépasse le 1? Non. Voilà. 8, 9, 27. Ça va dépasser le 1. Donc, on aura un troisième poste. Quatrième poste, 9. Je vais le lancer. Voilà. 10. Je peux le lancer, 10. 5, 8 est lancé? Oui. Oui, je peux lancer le 10. 11. Ça va dépasser le 1, le 11. D'accord? Donc, quand on le 11, ça va dépasser le 1. Ça va être 1, 0, 3. Donc, le poste suivant, il est formé par les tâches 9, 10. 11. Et ça dépasse quand même. Et on aura 11 et 12 comme poste. Je pense que c'est le même nombre de postes. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, on aura et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Donc, ce n'est pas le nombre de postes, Mohamed, qui a changé, mais plutôt les postes en eux-mêmes, donc le temps de cycle de chaque poste. D'accord? Donc, Oui. nous avons deux solutions. Il vaut mieux, voilà, je ne sais pas, il vaut mieux ou pas, parce que on dit 0,6 ou on a 1. Donc, oui, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va analyser chacune de ces solutions-là. Bon, l'analyse, je l'ai fait sur cette solution, mais vous pouvez analyser les performances de cette solution et voir quelle est la meilleure solution. D'accord? Donc, c'est l'équilibrage qu'on va utiliser pour l'évaluation des performances de l'équilibrage intuitif, mais vous pouvez, comme exercice, évaluer les performances de cette solution-là. D'accord? Donc, voilà. Et on va tracer, donc on dit un nombre optimal égal à 4, un nombre de postes égal à 5, et on va continuer avec la deuxième solution. C'est la même solution. Hein? D'accord? Et si on veut tracer le graphe, on va voir cette configuration-là. On dit 5 postes. Avec Alex, j'ai refait l'exercice, déjà j'ai tracé les diagrammes. Sinon, on pouvait travailler avec la première solution. Hein? Juste rattacher déjà la solution. Alors, on dit le takt time qui est égal à 1. J'ai tracé les temps de cycle totaux, un temps de cycle total de chaque poste. Le premier, c'est 1. Deuxième, c'est 0,81, 0,92, 0,65 et 0,62. Donc, c'est le diagramme d'équilibrage avec le takt time. L'analyse maintenant, je vais analyser ce diagramme-là. On doit considérer le takt time et on va par la suite calculer le temps du poste golo. Le temps de poste golo est le maximum des temps totaux, bien sûr. On va déterminer plutôt, je calculer le poste golo. Le temps de poste golo, ici, c'est le 1 à partir du diagramme aussi. Donc, l'efficacité par rapport au temps de cycle, dans le cours, nous l'avons calculé comme temps à valeur ajoutée divisé par temps total. On peut calculer un pourcentage de
5 fois le temps de cycle. Idéalement, fois le takt time. Idéalement, si nous avions un équilibrage idéal, ce sera un temps de cycle égal au takt time pour tous les postes, moins la somme des différences du temps total de chaque poste par rapport au takt time. Ce que nous avons considéré tout à l'heure ici. D'accord? 0,19, il y a cet écart-là. 0,08, c'est cet écart-là. La première 0 parce que le temps de cycle est égal au takt time. D'accord? Donc, ce sont les différences du temps total de chaque poste par rapport au takt time. Et le pourcentage, l'efficacité par rapport au takt time, c'est 5 fois le takt time, c'est-à-dire on suppose comme si nous avions des temps de cycle égaux au takt time pour chaque poste, et divisé par la référence qui est 5 fois le temps de cycle, on va trouver 80%. Pour l'efficacité par rapport au goulot, kiff, on va... C'est la même. Oui, c'est la même, c'est par hasard la même. Hein. Oui, puisque takt time est égal à... C'est bien, puisque le takt time, il est égal... Bon, puisque le takt time, la somme ici peut changer, mais ici, c'est par hasard que nous avions eu les mêmes valeurs. Hein. D'accord? Oui. La différence, normalement, c'est très rare de trouver un takt time égal au goulot. Hein. D'accord? Et donc, si on veut évaluer les performances de ce diagramme d'équilibrage-là, on doit calculer l'efficacité par rapport au temps de cycle et l'efficacité par rapport au goulot. D'accord? Eh bien, c'est une méthode intuitive. Pour la méthode du candidat le plus grand. Mais plutôt le candidat le plus grand, on va voir qu'il y a une toute petite différence par rapport à cette méthode. Une toute petite différence, hein, mais il y a une différence de l'algorithme. Et on va appliquer sur le même exemple. Non, c'est pas sur le même exemple, sur un autre exemple. Qu'est-ce qu'on va ajouter par rapport à la méthode intuitive? On va commencer par mettre dans l'ordre décroissant de la valeur de temps de cycle les temps de cycle disponibles. D'accord? On va classer dans l'ordre décroissant, classer les tâches dans l'ordre décroissant de la valeur du temps du cycle et ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce que nous allons faire ici. D'accord? 6, 5, 4, c'est fait, hein? Oui, c'est fait. Donc, j'ai classé les temps de cycle dans l'ordre décroissant et on va adopter la même méthode, sauf que il faut commencer par le candidat le plus grand parce qu'on va commencer par la tâche qui a le temps de cycle le plus important. Vous allez me dire quand est-ce que je vais m'arrêter. Donc, je vais commencer par la tâche 3. Vous êtes d'accord? Madame Moucha, la tâche prédécesseur. Très bien. On ne peut pas commencer par la tâche 3. Est-ce que je peux lancer la tâche 8? Non. Non. Je peux lancer la tâche 11? Non. Je ne peux commencer que par la tâche 2 ici. Donc, je vais lancer la tâche 2. D'accord? Oui. Est-ce que c'est un angle calcul? Le temps total et ça sera par rapport on va avoir le tact qui est égal à normalement on dit tact, on va considérer le tact égal à 1. On doit avoir la valeur du tact time. Hein. On doit avoir la valeur du tact time. On va considérer que c'est encore égal à 1. D'accord? Et on va calculer le temps total égal ça plus B. Alors, est-ce que je n'ai la tâche suivante que je peux lancer? 5. Je peux lancer le 5 parce qu'elle a un prédécesseur égal à qui a 2 comme prédécesseur. C'est toujours inférieur à 1, d'accord? Oui. Est-ce que je peux lancer le 9, non? Est-ce que je peux lancer le 1?
Oui. Et il n'a pas de prédécesseur et le temps ne dépasse pas encore le temps de cycle. Je dois faire ça, voilà. Est-ce que je peux lancer le 12? Non. Est-ce que je peux lancer le 6? Non. Ça va être 1,1. Est-ce que je peux lancer le 4? Oui. Oui, il n'y a pas pourquoi ne pas lancer le 4. Et je vais appeler ça le premier poste P1. Mais on doit colorer. Il vaut mieux colorer. L'ordre, qui m'a fait la méthode intuitive, c'est dans l'ordre. Mais plutôt, il y a aussi les valeurs, les temps de cycle les plus grands doivent être considérés en premier lieu. D'accord? Et ça sera le premier poste formé par 2, 5, 1 et 4. Deuxième poste. Est-ce que je peux lancer le 3? Oui. Oui. 3. Ici. Est-ce que je peux lancer le 8? Est-ce que je peux lancer le 8? On doit dépasser. Je peux la lancer de point de vue gamme, mais ça va dépasser le 1. Oui. Donc, je ne peux pas la lancer. Est-ce que je peux lancer le 11? Non. 10? Non. 5, Non. 8, le 8 n'est pas encore lancé. 7? Non. 9? Non. Allez. Le 8 n'est pas lancé au moins. 12? Non. 6? 6, oui. Oui. Ça ne va pas dépasser, la somme ne va pas dépasser le tact et la tâche 3 est déjà exécutée, est déjà considérée, disons. D'accord? Et j'aurai un deuxième poste et 2 formé par 2 tâches. D'accord? Est-ce que je peux lancer le 8 ici? Oui. Oui. Il n'y a pas. Pourquoi pas? C'est inférieur au tact et les prédécesseurs sont déjà exécutés. Est-ce que je peux lancer le 11? Non. Non. Pourquoi? Les nécessaires ne sont pas encore exécutés. Déjà, ça dépasse ou 9 ou 10 ne sont pas lancés. Zeus. Est-ce que je peux lancer le 10? 5, 8 sont lancés et c'est toujours inférieur à... Toujours inférieur à 1 et les prédécesseurs du 10 sont lancés. 5 et 8. D'accord? Donc, je vais lancer. Est-ce que je vais ajouter autre chose? Non, tous les temps de cycle qui restent supérieurs à 0,01. Donc, ça sera le poste 3. 3. Et 3. Et on va chercher l'autre poste. Est-ce que je peux lancer le 11? Toujours pas. Non. Le 9 n'est pas encore lancé. Est-ce que je peux lancer le 7? Oui. Oui. Oui, 3 est lancé et c'est tout. Donc, le 7 va être lancé. Oui, hein, 9, je peux le lancer? Oui. 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 La somme est inférieure à 1 et 6, 7, 8 est lancé. OK? 12. Est-ce que le 12 peut être lancé? Oui. Oui, en principe. لازم Non, le 11 n'est pas lancé. On va voir le 12, qu'est-ce que ça donne? Égal. Ça. 9, c'est 27. Allez, ce 12 ne peut pas être lancé. Le 11 n'est pas encore lancé. Donc, je ne peux pas lancer le 12 ici. D'accord? Il n'y a pas que le temps de cycle. Et donc j'aurai 7, 9 comme poste 7. D'accord?
Bah, 11 peut être lancé? 11, oui. Pas de doute. 11 et 12. 12. Voilà. Donc, nous aurons aussi 5, bon, c'est un autre exemple. Nous avons 5 postes de travail. D'accord? Voilà. 7. Ah, on est 9, 7, 7, 9. D'accord? Donc, c'est l'équilibrage lorsque nous utilisons la méthode du candidat le plus grand. D'accord? Si on trace le graphe kif kif, aussi nous aurons un golo égal. Oui, non, le golo. Nous avons un golo égal au tac-tac. Si on veut calculer l'efficacité, on va utiliser la formule 4, l'efficacité par rapport au tac-time, 4 fois, 5 fois, on dit 5 postes, 5 fois le tac-time moins la somme des différences du temps total de chaque poste moins le tac-time divisé par la référence qui est 5 fois tac-time, on va trouver 80%. Et si on veut calculer l'efficacité par rapport au poste golo, on va trouver kif kif 5 fois le temps golo, dans notre cas égal au tac-time, moins la somme des différences des temps par rapport au temps total de chaque poste, la somme de chaque poste, la somme de la différence du temps total de chaque poste par rapport au poste golo, et on va calculer l'efficacité. Voilà la méthode du candidat le plus grand. Lister les éléments dans un ordre décroissant. Commencer par le premier élément, classer le premier élément, tester par rapport à la précédence et par rapport à la somme de temps de cycle qui doivent être inférieurs au tac-time. Continuer jusqu'à terminer tous les temps. D'accord? Jusqu'à toutes les tâches soient assignées, ou tous les éléments considérés soient assignés. D'accord? Je passe? Ou je reste? Il y a des questions ici? Ça va, madame. Oui. Voilà, donc on commence lorsqu'on veut présenter, on n'a pas présenté la méthode intuitive, mais ce sera de la même manière. Lorsqu'on veut présenter les tâches, les regroupements des tâches par poste, on doit commencer par présenter les précédences, les prédécesseurs, on a présenté le diagramme PERT. On commence par le PERT, la représentation juste par les noms des tâches, et puis on regroupe les différentes tâches qui présentent un même poste. Donc, on dit au début 4 postes, 2, 2, 2, 2. D'accord? C'est la méthode du candidat le plus grand, voilà le plus grand candidat. Les deux noms sont utilisés. D'accord? La troisième méthode d'équilibrage qu'on va voir, il y a la deuxième méthode à part la méthode intuitive, c'est ce qu'on appelle la méthode par poids positionnel. On va utiliser pour les deux étapes 2 et 3 la même chose, mais c'est le début qui va différer. On commence par calculer ce qu'on appelle le poids positionnel par rapport au successeur. Je m'explique. On va considérer le même exemple et on va appliquer la méthode par le poids positionnel. Je m'en ai à le poids positionnel. Comme c'est écrit ici, on va considérer pour chaque tâche, on va ajouter le temps de cycle au temps de cycle de toutes les tâches qui sont successeurs à cet élément-là. D'accord? Donc, si on prend par exemple, on ne va pas commencer par le 1, on va y revenir. Si on prend le 10 ici, on va prendre la tâche 10. Comment on a trouvé les temps de cycle en noir ou le poids positionnel c'est en rouge? Comment, par exemple, pour la tâche 10, si vous avez compris que le poids positionnel c'est ajouter le temps de cycle de la tâche considérée
au temps de cycle des successeurs. Donc, si, je vais juste ouvrir la calculatrice. Donc, si je vais chercher comment nous avons trouvé ce 1, ça sera quoi? Le temps de cycle de 10, 0,38, plus oui, plus 0,5, plus 0,12. Et ça sera le 1, d'accord? Si on prend le 9, je connais pas comment on a trouvé 0,89 là. 0,27 plus 0,5 plus 0,12. 0,27 plus 0,5 plus 0,12. 0,12. D'accord, on va certainement trouver 0,89. Comment on a trouvé le 3,3 ici? C'est 0,2 plus 0,7 plus 0,1, vous pouvez vérifier, plus 0,6, 0,33, 0,11, 0,27. Est-ce que je prends le 10? Oui, parce que c'est un successeur de 8. Est-ce que je prends le 5? Non. Non? Est-ce que je prends le 11? Oui. Est-ce que je prends le 12? Oui. Est-ce que vous êtes sûr qu'on ne va pas considérer le 5? Est-ce que je peux exécuter le 10 sans exécuter le 5? Non. Non. À votre avis, est-ce qu'on va considérer ou pas le 5? On va considérer, je pense. Fait diagramme. Et on peut considérer le 5, on va considérer le aussi. Mais Ahna, est-ce qu'on peut lancer le 2 et le 1 en même temps? Non. Pourquoi pas? Oui. Comment? Oui, on peut le lancer. On peut le lancer. Donc, est-ce que 2, est-ce que il y a une contrainte d'antécédence entre 1 et 2? Non. Non. On vérifie. 1,2 plus 0,7 plus 0,1, 0,8 plus plus 0,6 0,92. Suivez. 9,2 plus 0,11 plus. Est-ce qu'on ajoute le 9? Oui. Oui, on ajoute le 9. 27. Est-ce qu'on ajoute le 10? Oui. Oui. Et 11, 12, ça sera 0,62. B. Et on a terminé. Donc, on ne va pas considérer le 5, par exemple, parce que déjà, le diagramme d'antécédence, je ne peux lancer le 10 que si le 5 est achevé. Donc, si je mets le 10 comme un successeur de 8, implicitement, j'ai pris en considération le 5. D'accord? Donc, on doit considérer uniquement, lorsque je vous ai posé la question, est-ce que je peux lancer le 1 et le 2 au même temps? La réponse est oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de contrainte d'indépendance. Ce sont deux tâches parallèles. Qui m'a diagramme perte que vous connaissez tous. Donc, c'est un diagramme perte normal. Donc, pour lire le diagramme, on met uniquement, on considère pour calculer le poids positionnel comme première étape, on considère les tâches qui ont une antécédence directe. Donc, l'année, si nous avons pris en considération le 4, on ne va pas prendre en considération le 2, parce que déjà, je ne peux lancer le 4 que si le 2 est exécuté. De même pour les 5 et 10. D'accord? Donc, la première étape, c'est de calculer le poids positionnel pour chaque tâche, puis on va classer les tâches dans un ordre décroissant. La deuxième étape, c'est
trier les tâches dans un ordre, les poids positionnels que nous avons calculés dans un ordre décroissant. C'est ce qui est fait ici. On a classé les tâches selon leur poids positionnel décroissant. On considère bien sûr les temps de cycle donnés, ce sont des données, les temps de cycle, 0,2, 0,7, 0,11, etc. Et on doit respecter l'antécédence. On doit préciser les prédécesseurs immédiats. Je m'en étais immédiat, par exemple, pour le 1, on ne va pas considérer le 5. D'accord? Et l'étape suivante, on va appliquer, calculer la somme des temps de cycle par poste en utilisant la même méthode que nous avons utilisée pour la méthode intuitive et pour la méthode de plus grand candidat. La différence, c'est que l'ordre pour le plus grand candidat est fait selon le temps de cycle. Pour le poids positionnel, l'ordre se fait par rapport au poids positionnel. Vous pouvez remarquer ici que nous avons le même nombre de postes. Est-ce que nous avions les mêmes postes, la même composition de postes? Non. Tout à l'heure, je ne me rappelle pas que nous avons 2, 4, 5, 6. Mais peu importe, même si par hasard on peut avoir parfois la même répartition, dans le cas général, il y a une méthode, généralement le poids positionnel donne une solution plus efficace. Vous pouvez calculer l'efficacité par rapport au goulot et l'efficacité par rapport au temps de cycle et on va discuter la différence entre ces deux méthodes la prochaine fois. D'accord? Donc voilà le résultat de l'équilibrage en utilisant le poids positionnel. Et il me reste 3 minutes et je clôture la séance. Donc, je vous propose 2 exercices. C'est pas clair, mais je vais le réécrire. Un exercice simple d'application de calcul de takt time et le temps de cycle. Et je vais vous partager aussi un exercice sur votre Classroom sur l'équilibrage en utilisant l'une des méthodes d'équilibrage que nous avons vues. D'accord? Une dernière question ici de réflexion. Je vous conseille de réfléchir à la réponse à cette question et on va corriger les 2 exercices du cours et cet exercice d'équilibrage en classe. D'accord? Ce que nous avons fait, donc, c'est ce que vous voyez devant vous. Nous avons défini le lead time, le cycle time, le takt time aussi. Qu'est-ce qu'un équilibrage? Comment on qualifie un équilibrage d'optimum, bon ou mauvais dans le cas général et optimal dans le cas idéal. Et nous avons vu 2 méthodes, 2 algorithmes d'équilibrage des postes qui sont les méthodes d'équilibrage des postes par le candidat le plus grand, utilisant la méthode du candidat le plus grand et en utilisant le poids positionnel et la méthode intuitive aussi. Je vous prie d'essayer avec les 2 exercices pour accélérer la correction pour vendredi prochain. Et l'étape pour juste lier entre les différentes parties du cours, nous avons équilibré les postes, nous avons défini quelque chose qui ressemble à ça, un regroupement des tâches. Les tâches sont exécutées par des postes, que ce soit des postes manuels ou des postes automatiques. Donc, ce que nous devons faire une fois l'équilibrage est établi, que ce soit par n'importe quelle méthode, on va proposer ce qu'on appelle une implantation des lignes, une implantation des postes de travail dans les lignes. Ça s'appelle aussi une réorganisation ou la organisation ou tout simplement une mise en ligne des postes. Donc, on va voir quelques méthodes de mise en ligne de postes. Une fois l'équilibrage est réalisé, comment on va organiser les postes, quelques méthodes d'organisation des postes pour avoir un layout optimisé des ateliers. Il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. On peut toujours utiliser l'intuition, le bon sens, comme la méthode intuitive de l'équilibrage, mais il y a plusieurs approches. Ces approches-là, il y en a d'autres. Plusieurs approches pour implanter ou pour organiser ou pour mettre en ligne les postes de travail. Nous allons avoir les 2 méthodes King et Kuziak.
on va appliquer vendredi les deux méthodes King et Kuziak. Il y a la matrice des antériorités, on va l'utiliser aussi, la méthode des rangs moyens, la méthode PERT que vous connaissez, la méthode de gain fictif, de chaînon. Il y a 3 ou autres méthodes qu'on peut utiliser. Ce que nous allons voir, si le temps le permet, on va voir d'autres méthodes. Vous connaissez déjà PERT. Nous avons aussi utilisé les rangs moyens en maintenance. Voilà. Nous avons utilisé dans d'autres modules la méthode des rangs moyens. C'est la même logique, mais appliquée aux méthodes d'implantation. La matrice des antériorités, vous l'avez vu dans le module de, je pense, fabrication, voilà, de bureau de méthode. Mais la même logique peut être utilisée aussi pour la plantation des lignes. On va voir en détail les méthodes de King et de Kuziak pour la semaine, pour vendredi prochain. D'accord? Donc, vous avez les deux exercices, je vais les partager sur votre Classroom. Sinon, vous avez des questions? Non, c'est bon. D'accord. Je vous remercie pour votre présence et on va se voir tout à l'heure pour l'encadrement de CDI. À tout à l'heure.